Léa Beauchemin-Laporte. Donc, Léa Beauchemin-Laporte est étudiante à la maîtrise en études littéraires et travaille actuellement sur le roman Peter Pan dans les jardins de Kensington, dans une perspective ethnocritique sous la direction de Véronique Nocat à l'UQAM. À l'automne 2023, elle entreprend une étude ethnocritique des textes de Jules Barry Doricus dans le cadre d'un doctorat en études littéraires, et aujourd'hui elle va nous présenter les subversions d'analyse historique. Merci. Dans les années 60, les luttes féministes se transforment. Au 19e siècle, on en était à la défense générée des droits des femmes. On leur demandait le suffrage universel, on demandait une reconnaissance de toutes sortes de droits qui n'étaient pas encore acquis. Puis, le 20e siècle et la modernité vont arriver, ils vont balayer un peu tout ça. On va se transformer dans une lutte qui va se radicaliser autour d'une critique du patriarcat et donc du capitalisme. Le roman dont je vous parle aujourd'hui, ça rime un peu à cette transformation. C'est le roman Anna Historic de Daphne Warnock, qui est une autrice canadienne-anglaise, qui est publiée en 88. Elle va s'inscrire dans ce que Lynn Crosby va appeler la troisième vague féministe, c'est-à-dire a rogue wave whose rebel surfers included lesbian radicals, trashing post-punk bands, raunchy sex writers and artists, shocking philosophers, heavy intellectuals, genre benders and riotous straight-up revolutionaries. Une vague qui va se diversifier et qui va faire advenir ce qu'on va appeler les féminismes. On va commencer à se parler d'intersectionnalité de plus en plus, on va commencer à le nommer, ce n'est pas un féminisme, mais bien des féminismes. À ce titre-là, je tiens à mentionner le débat qu'il y a eu depuis les dernières années, les 10 dernières années, j'ai envie de dire à peu près autour du terme vague pour parler du féminisme. Linda Nicholson résume bien le problème en disant que the wave metaphor tends to have built into it an important metaphorical implication that is historically misleading and not helpful politically. That implication is that underlying certain historical differences, there is one phenomenon, feminism, that unites gender activism in the history of the United States, et j'ai envie de dire, dans toutes les nations, le féminisme prend place. And that like a wave peaks at certain times and recedes at others. In some, the wave metaphor suggests the idea that gender activism in the history of the United States has been, for the most part, unified around one set of ideas, and that the set of ideas can be called feminism. Argument intéressant qui met en lumière le danger de parler du féminisme comme d'une entité monolithique, opaque, finalement uniforme. Mais moi, pourtant, j'aime bien cette métaphore. Si on peut contourner son danger pour l'utiliser pour parler de la puissance des mouvements collectifs. Et la vague rappelle cette idée-là, du fait que ce sont des femmes, et des femmes X, toute personne se disant femme, de toute façon possible. Et quand je l'emploierai, moi, je l'emploierai pour parler de ces forces qui, comme des courants de fond, vont travailler l'histoire lentement, mais constamment. Puisque la journée d'études, qui est la nôtre aujourd'hui, appelait à parler de traduction, j'ai envie de vous parler des deux titres qui sont les miens. Puisque c'est un roman anglais qui est écrit donc en anglais à la base, il a été traduit en 92 à le titre Anna Historic. C'est un titre qui est grammaticalement correct, certes. Moi, le problème que j'y vois toutefois, c'est qu'on perd un intérêt au niveau de la graphie. Vous voyez que dans Anna Historic, on a la lettre majuscule pour parler de Historic. Donc Anna, ce personnage dont je vais vous parler, est à la fois ce personnage d'un récit de fiction, mais qui est un personnage avec un nom propre, qui est ancré dans l'histoire, dans son nom même. Et on le perd un peu dans la traduction française. Et c'est un peu ce qui justifie que tout au long de mon étude, je vais passer de l'anglais au français, donc la version originale à la traduction, dépendamment de ce qui me semblera avoir plus de sens, c'est ce qui sera le plus parlant, parce qu'il y a des intraduisibles définitivement, et on a un beau cas intraduisible ici. Le roman de Warnock met en scène une narratrice nommée Annie, une autrice qui tente d'imaginer la vie d'une oubliée de l'histoire, une jeune institutrice nommée Anna Richards qui aurait enseigné sur l'île de Vancouver au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et ce récit est peuplé des souvenirs de la mère d'Annie, Ina, et de la jeunesse d'Annie passée à tenter de se conformer à un monde inhospitalier. Et donc ces personnages de femmes dont les voix s'élèvent afin de protester contre l'histoire mâle telle qu'imposée par leur société, peuple le roman et contribue à en faire une œuvre subversive de toutes sortes de façons, c'est ce qu'on va voir. Dans Anna Historic, ce qui m'a semblé le plus parlant, c'est que c'est la forme du texte qui va guider le propos, puisque c'est un texte qui va performer la subversion tout autant qu'il va la mettre en scène dans sa diégèse directement. C'est ce que je vais tenter de vous montrer. Une petite mise au point théorique, la question des mots histoire et histoire. À l'écrit, j'ai le recours de la lettre majuscule et de la lettre minuscule pour faire ma distinction. Là, à l'oral, je ne l'ai pas. Alors, je vous fais cette mise au point tout de suite. On va dire que l'histoire, avec un grand H, ce sera oui ce récit des actes et faits marquants, mais je tiens à dire qu'il a été réfléchi par des gens comme Hegel, comme Ricard, comme Benjamin, comme un cycle aussi, hein, puis donc qui est
pas linéaire. Mais disons qu'on va parler de l'histoire comme ça. Cette espèce de force temporelle qui demande de situer un passé, un présent et un avenir pour exister. Et de l'autre côté, on va avoir l'histoire avec un petit h, dont je vais devoir vous parler puisque c'est un récit dont je vous parle, qui sera le résultat d'une certaine pratique de fiction. Cela dit, et vous allez voir que c'est là le point focal du roman de Marlatt, le redoublement de ce signifiant-là ne montre rien d'autre que c'est l'indissociable. De l'un et l'autre, on ne peut pas séparer histoire et histoire, histoire et récit. C'est du pareil au même, de toute façon. Ainsi, l'un des chapitres du roman commence comme ça. We give place, giving words, giving birth to each other. Le roman s'ouvre sur une citation de Susan Griffin, une écrivaine écoféministe. Les chevaux des faits dans un emmêlement de cheveux. D'emblée, Marlatt annonce que son texte va être un ensemble de faits reliés entre eux de façon complexe à la manière des cheveux, emmêlés, indivisibles de la masse qu'ils constituent. Et donc, cette phrase rend compte de façon fidèle de la structure du roman qui est utilisée en 7 sections, sans titre parce qu'elles sont désignées par de courts segments de texte qui sont beaucoup plus proches de la poésie que de la prose. Ça va donner quelque chose comme, par exemple, la fascination d'Anna, le silence des arbres, le silence des femmes. Si elle pouvait parler une langue déliée, que dirait-elle? Les incursions du poétique dans le prosaïque sont légion dans le texte, qui contient de nombreux jeux de langage. What is fact? F act, the F stop of act. Marlatt déconstruit ici le nom fact pour faire apparaître 3 autres signifiants. Finalement, elle fait apparaître act, qui peut signifier tout à la fois l'action de jouer un rôle, she's an actor, qui peut signifier agir de façon a, she acts as if, et qui peut signifier le non-acte, comme dans une pièce de théâtre. La polysémie du mot qui est déconstruit ici est décuplée et elle permet d'introduire un premier discours critique sur la grande histoire, c'est-à-dire les faits, bien que nous les considérions comme objectifs, seraient des performances, seraient des créations subjectives, eux aussi. C'est aussi sur le son des mots que va jouer l'autrice, par exemple lorsqu'Annie va raconter la sensation d'abandon qu'elle ressent, alors que sa mère s'éloigne d'elle en évoquant ses cris d'enfant. Mommy, mommy, mommy. Les variations sur le mot mommy, donc maman, sont révélatrices quant au potentiel polyphonique du texte. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais le texte est conçu comme ça. Je tiens à dire que les tirettes sont dans le texte. Le mot est construit comme une déconstruction. Déjà, c'est quelque chose d'unique. Et donc, la première itération, mommy, contient littéralement possessif my, ma. Et puis, si on inverse la position des 2 syllabes, on va obtenir my mom. Et donc, le lien de possession qui unit la jeune fille à sa mère apparaît. Et ensuite, dans le second énoncé, on voit les mots mom et le son i qui évoque le cri pour la plainte aiguë alors que la mère s'éloigne. Et enfin, dans mami, on voit le son mi qui s'apparente au pronom mi, moi. Et donc, bien que cette variation va rappeler le premier énoncé, pourtant, il y a un jeu qui s'ajoute à la chaîne des signifiants. Et donc, qui nous montre la souffrance et l'attachement. Il y a la figure de la mère, mais aussi la venue d'un sujet du discours qui va tenter de s'affirmer de plus en plus et qui va déconstruire le texte parce qu'il va tenter de s'affirmer. Et donc, c'est pourquoi il y a bel et bien ces 3 voix-là qui vont s'entrechoquer. Il va y avoir celle d'Ina, la mère, d'Annie, la fille, et d'Anna, le personnage historique. Je note le jeu sonore sur les 3 prénoms, Anna, Annie, Ina, qui donne l'impression qu'il y a une seule voix, bien qu'on en ait 3 et qui se séparent et se retrouvent dans le son. Et puis, ces voix individuelles pourtant vont porter, et on en a un bel exemple, un discours explicite de l'éthique du patriarcat. Donc, quel est son prénom? Elle doit en avoir un jusqu'ici. Elle n'a que le nom d'un mort, quelqu'un, quelque part ailleurs. Et donc, la femme ici est présentée, je dis la femme parce que vraiment on a un archétype ici, comme être historique et social, qui est représenté par Anna Richards. Elle apparaît dépossédée d'une identité propre. C'est par l'écriture que lui sera redonnée la parole qui lui revient. Et Anna est donc la figure des êtres minoritaires qui sont rejetés de l'histoire, confinés dans leur maison, et forcés de s'absenter de la scène publique pour investir celle du privé. This writing of the interior becomes, in Marlatt's text, a response to questions around the silences of women, the absences of women in history. Et donc, ce que Donne va nommer le writing of the interior, on pourrait dire aussi l'écriture à l'intérieur, l'écriture de l'intérieur, c'est cette attention qui va être portée à la vie intérieure des personnages et qui est celle de leur corps et de leurs esprits. On voit un peu les influences de Woolf ici, quelque part, cette espèce de les vagues qui reviennent un peu, qui va permettre de comprendre à quel point ce texte est subversif, parce que Anna et l'expérience fantasmée par Annie de cette femme historique effacée mais qui revient. The sweep of that part of her life summed up. She buys a piano and afterwards marries Ben Springer as if they were cause and effect, these acts. History is the historic voice, voiceover, elegiac, and pathetic. A diminishing glance as the lids close and firmly and finally shut. That was her, summed up. Anna Historic. Ici d'ailleurs, le H est minuscule dans le texte aussi.
Il est minuscule ici, notons-le, c'est intéressant, je ne l'ai pas écrit, mais c'est parce que, pour le coup, elle n'est pas encore sujet. Le H majuscule va apparaître au milieu du texte à peu près, quand elle va enfin se faire sujet de cette histoire qu'elle tente de remanier. Et donc, pour l'instant, elle tente de s'y inscrire. C'est comme si le texte, dans sa matérialité même, veut nous parler du fait que le personnage tente de s'inscrire, mais il n'y arrive pas encore. Et donc, un peu à la manière d'une épitaphe, ce passage est écrit de manière à résumer la vie d'Anna Richards à un objet, le piano, et à un homme, Ben Spring. Et donc, bien qu'elle appartienne à l'histoire, c'est-à-dire à la diégèse du roman, en ce cas-ci, elle est sans passé. Rien n'est mentionné sur elle en tant qu'individu, c'est la voix de l'histoire avec un grand H, voice-over littéralement voix par-dessus, qui est mise de l'avant et qui évince l'histoire personnelle d'Anna jusqu'à ce qu'elle atteigne éventuellement son H majuscule. Et donc, le patriarcat est encore une fois critiqué, puisqu'il sous-tend la version des faits qui est imposée et imposante. C'est ce que ce roman tente bien de nous montrer. Donc, ainsi interrompue, l'histoire d'Anna Richards est aussi celle d'autres femmes effacées par la force de l'histoire qui balaient tout de son éclat hégémonique. La subversion est ici de l'ordre du thème, mais va se transformer, comme je vous l'ai dit au début, d'une façon formelle bientôt, parce que le texte va se faire le miroir des béances et des interruptions qui sont dans le récit pour se trouer lui-même. Et donc, A Book of Interruptions is not a novel. C'est ainsi que va commencer la 5e partie du texte. Les interruptions dans le texte vont provoquer toutes sortes de subversions des codes linguistiques normatifs et ça va forcer un peu l'autrice à remettre en question la notion même de roman en disant un livre d'interruption n'est pas un roman. Et donc cette phrase va inaugurer cette seconde partie du texte et est révélatrice de la portée métatextuelle du récit parce que c'est pas le contenu du roman mais sa forme ici qui est vraiment évoquée que l'autrice Annie, l'autrice Daphne Marlatt, l'autrice Anna veut travailler. Ils sont trois, en fait, qui vont travailler ensemble. Et d'ailleurs, le texte va nous empêcher de les distinguer le trois quarts du temps. C'est excessivement difficile de savoir qui parle à qui, comment. J'ai l'impression que le texte veut être mêlé pour, si on veut, s'insérer lui-même dans un nouveau type de discours. Et donc, le roman va être placé un peu à part des catégories littéraires habituelles. Et on va être obligé, en tant qu'actrice, de lire ce roman-là comme une œuvre en chantier. Non finie, pas tout à fait organisée, mais presque. Et donc, ces interruptions vont être paradoxalement visibles au sein de la continuité du texte, qui contient deux niveaux narratifs. C'est une notion que travaille Genette dans figure 3. Il va dire que tout événement raconté par un récit est à un niveau diégétique immédiatement supérieur à celui où se situe l'acte producteur de ce récit. Et ici, c'est un roman où on a plusieurs actes producteurs de plusieurs récits. Ça se démultiplie jusqu'à ce qu'on perde un peu le nombre d'actes producteurs initiaux et qu'on ne puisse plus les retrouver, on ne puisse plus tracer les origines. Donc, on peut retrouver de nombreux récits enchâssés. Moi, j'en observe quelques-uns dans cette communication. Et donc, par exemple, on a Anna qui va narrer, elle aussi, une histoire de son époque, Annie qui va narrer l'histoire d'Anna, et la narratrice Daphne qui va se nommer parfois, qui va raconter l'histoire d'Annie. Tous ces niveaux narratifs-là vont se suivre et se chevaucher et vont créer ce que Herman appelle un relais narratif, c'est-à-dire que l'inscription d'un relais dans le récit consiste à embrayer une voix sur l'autre, de manière à ce qu'elles résonnent simultanément, synchroniquement. Et ici, l'embrayage de toutes ces voix-là constitue le fondement des échanges entre Annie et Anna, qui vont se répondre l'une l'autre, bien que, mentionnons-le, elles ne sont pas dans la même temporalité. Le roman insiste là-dessus. Et pourtant, par l'écriture, elles vont rejoindre ces deux temporalités parfaitement impossibles à les concilier, puisqu'il y a un siècle qui les sépare. Donc, ici, Anna et Annie écrivent. Si la terre est vivante ici, alors l'homme n'est après tout qu'un imperdu dans de la foudre verte. Cette pensée me réconforte. Cultivée, elle devait l'être. Et donc, la première phrase va appartenir à Anna, alors que les deux derniers segments, qui sont sans majuscules, vont être ceux d'Annie. Donc, Annie va briser les codes normatifs linguistiques. Anna va tendre à les respecter, bien qu'Anna va elle-même couper ses phrases. C'est moi qui ai mis les points ici, mais il y en a partout des crochets avec des vieux petits points, comme si Anna, depuis la distance du siècle qui la sépare d'Annie, choisit elle-même d'éditer le texte qu'elle lui rend, parce que c'est elle qui le lui donne, même si c'est Annie qui la raconte. Il y a cette ambiguïté et ce paradoxe-là qui est irrésolu dans le roman, qui reste comme ça. Et donc, les changements de niveau narratif ici servent à montrer que la continuité du roman est prise dans ces interruptions. Et qu'on peut pas... Il y a une certaine continuité dans le récit, certes, puisqu'il y a un début, un milieu et une fin, mais que cette continuité-là ne tient pas à une linéarité et ne peut même pas s'y convenir, même si on essaie d'entrer dans une linéarité temporelle. Et donc, les passages qui concernent Annie vont être écrits sans aucune majuscule, exception faite des noms propres, parce qu'eux gardent toujours leur majuscule qui est à briser l'uniformité. Mais donc, ceux où est narré la vie d'Anna vont être écrits dans le respect des règles de la grammaire, mais ça va faire un contraste finalement, parce que parfois, on va avoir des ratures dans le texte, comme ici. À ce moment-là, c'est Annie qui parle d'Anna.
Pour cela, il me faudrait son courage, biffé et remplacé par force de caractère. Donc, l'une parle de l'autre, la narratrice Annie veut biffer le discours d'Anna pour le corriger, pour l'adapter un peu mieux à elle-même. Et le texte va être plein de ces marques scripturales, comme si le régime littéraire dans lequel on se trouvait ne pouvait plus tenir. Plus le roman avance, plus il y a de ratures, plus il y a de parenthèses, plus il n'y a pas de flèches comme telles, mais il y a des lignes qui tendent à aller les uns vers les autres. Tim Ingold parlerait ici de scripture courbe. Et donc on a quelque chose comme la courbe scripturale qui veut s'inscrire dans le texte, qui pourtant est écrit de gauche à droite. De gauche à droite. Oui, c'est ce que ça fait quand on étudie les textes qui se déconstruisent. Et donc, pour le dire avec Todorov, l'histoire que nous lisons là va contenir l'histoire de sa propre création, au sens où l'autrice va donner accès non seulement à ce qu'elle y pense, mais à la mise en acte de la réflexion, donc à la façon dont cette réflexion-là s'est construite. Et donc, si Anna Historique est certes un roman, parce qu'il présente un enchaînement d'actions motivées comme il se doit, il en subvertit le fonctionnement interne et il reste pris entre le prosaïque et le poétique sans jamais réconcilier cet entre-deux-là. Mais ce qui fait de ce texte-là encore plus un texte subversif, à mon avis, c'est qu'il va vouloir remettre en question la notion d'histoire par son réseau intertextuel fictif. Annie, un jour, va écrire « Come back history calls to the solid ground of fact », réécrire l'histoire pour mieux la déconstruire, c'est-à-dire que Annie est l'assistante de recherche de son mari, qui est un professeur d'histoire. Ce personnage-là, professeur d'histoire, homme, est tout désigné pour représenter ce patriarcat et cette histoire mâle qui s'impose et qui impose leur fait, puisqu'il est le contre-discours d'Annie qui tente de réécrire l'histoire. Et donc, le texte va être plein de fragments intertextuels, je mets des guillemets parce que cette intertextualité, elle est inventée. Le mari d'Annie, donc il n'a pas de nom d'ailleurs, c'est intéressant ça aussi, va lui dire « Ah, j'ai lu dans tel article, j'ai lu dans tel livre telle chose », et il va le lui dire, elle va l'inscrire dans ses notes. Elle-même va citer d'autres textes théoriques, d'autres textes fictifs dont elle ne nous donnera jamais les sources parce qu'elles n'existent pas. On a un exemple ici. Des fois c'est informatique, des fois c'est narratif, des fois c'est idéologique, ici c'est un peu plus idéologique. Donc on admet unanimement que la conquête d'un mari, ou en certains cas d'un protecteur, est pour elle la plus importante des entreprises. Elle s'affranchira du foyer de ses parents, de l'emprise maternelle, elle s'ouvrira à l'avenir, non pas une active conquête, mais en s'en remettant passive et docile entre les mains d'un nouveau maître. Et donc, si ici l'intertextualité va contribuer à façonner la voix du narrateur et à lui donner une profondeur, puisque ça permet de donner accès à ce que l'auteur veut dire en italique, au sens où on peut voir, si on veut, l'origine du fil du récit d'une certaine façon, les passages qu'Annie va introduire dans sa narration ne peuvent pas être retrouvés pour nous, et donc ça n'a pas cet effet-là. Ça a l'effet, au contraire, de nous donner l'impression qu'il y a tout un monde historique, et tout un monde narratif qui s'écrit pendant que ce roman-là s'écrit en même temps. Cette espèce de dispositif va être appelé Historiographic Metafiction par Linda Hutcheon. Elle va expliquer que la Historiographic Metafiction attempts to demarginalize the literary through the confrontation with the historical, and it does so both thematically and formally. C'est-à-dire que, puisque ce roman, pour la plupart des critiques littéraires, s'inscrit dans la postmodernité, va essayer de réécrire l'histoire tout en se réécrivant lui-même. Et en se réécrivant lui-même, va réécrire l'histoire. Ce va-et-vient-là va faire en sorte qu'on va avoir un roman très rapiécé, si on veut. Alors là, va se faire la défendeur aussi, pendant un certain temps du moins, de cette postmodernité qui tend à prendre plus de place sur la scène littéraire. Et c'est à cet égard-là que Lynn Crosby va qualifier la quête d'Annie de geste féministe puissant. Au sens où elle va dire que Annie's quest to furnish Mrs. Richard with a history is both the plot of the novel and the plot of one of the most significant of the feminist enterprises, how we once not only rejoice in ourselves but reach back and pull the lost and the forgotten forward to strengthen our ranks and to rewrite history, of course. Réécrire l'histoire, c'est donc remettre en question tout ce patriarcat, c'est remettre en question toutes ces notions. On t'a appris que l'histoire était celle des pères de la cité. Les pères de la cité font naître une ville et la construisent. Cette histoire bâtie sur l'autre. Tout le roman va tenter de la réécrire parce que là, pour le coup, ces fragments-là vont être pris de textes historiques canadiens existants. Et donc, parfois, l'intertextualité va être réelle. Et c'est dans ce sens-là où Marlatt va faire comme bien les postmodernes, c'est-à-dire va confondre la notion de problème historique et de vérité narrative, va les confondre complètement. Et donc, je voulais terminer cette communication en faisant un lien avec un essai un petit peu plus récent, qui est un essai de Chloé Delhomme, qui s'appelle « Mes biens chefs ». Chloé Delhomme va travailler énormément l'utopie de la sororité. Et d'une certaine façon, c'est ce que Marlatt a fait elle aussi. Elle a pensé cette sororité historique entre ces femmes qui se répondent à travers l'histoire. Et Chloé Delhomme, à ce titre-là, va parler de la 4e vague féministe. Elle va dire qu'elle est violette, colère de suffragettes, majorité visible jusqu'ici silencieuse,
le sexisme ordinaire, une lutte de chaque instant. Elle utilise les technologies numériques et les réseaux sociaux comme outils et comme armes, reprise quotidienne des informations et chiffres relatifs aux inégalités, aux violences faites aux femmes, création de hashtags qui vire au raz-de-marée. Et donc, si Marlatt a cette écriture manuscrite, et si on veut postule que l'écriture peut permettre de réécrire l'histoire et donc de sortir les femmes de l'oubli et de cet effacement historique, de l'autre, on va proposer une autre forme de scripturalité, la scripturalité numérique, finalement, qui reste une forme d'écriture, qui reste une forme de trace. Et à partir du hashtag, elle va évoquer explicitement dans son essai le mouvement MeToo, parce qu'elle va y voir quelque chose comme une révolution. Elle va dire une révolution, on pourrait dire peut-être de voix insonore, mais définitivement et enfin audible néanmoins. Elle va voir ce paradoxe entre on écrit en ligne et on n'est pas entendu. Et donc, comme Annie, qui va rassembler dans son roman, et comme Dari Marlatt qui va rassembler l'histoire d'Annie, les voix des oubliés, de la même manière, les femmes de MeToo vont avoir appris à se regrouper pour crier plus fort que le silence qui leur avait été imposé. Il me semblait là qu'il y avait une belle conjoncture historique, qui est un peu triste aussi, malheureusement,